BFM Business. Inside, avec Guillaume Paul. 18h16, vous êtes toujours dans Inside sur BFM Business. Alors on va parler du couple Renault-Nissan qui vit depuis un an une relation qu'on peut dire hautement agitée, on va le dire comme ça, depuis quasiment un an. L'arrestation de Carlos Ghosn, en fait, vous vous souvenez, quelques heures après cette arrestation, il avait été durement chargé, Carlos Ghosn, par celui qui était à l'époque le grand patron de Nissan, Hiroto Saikawa, chargé devant les micros et caméras du monde entier. Ça avait complètement paralysé l'alliance, sauf que le patron en question de Nissan, il est parti il y a quelques semaines et que demain matin, vous avez un conseil d'administration chez Nissan très important parce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur celui qui va le remplacer chez Nissan à l'avenir. Et ça, c'est une étape très importante parce qu'il est vraiment temps que l'Alliance recommence à travailler étroitement. Bertrand de la Villéon, bonsoir. Bienvenue, associé chez Eurogroupe Consulting, spécialiste du secteur auto. Et Mathieu Pechberti avec nous pour BFM Business. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Si on devait résumer en une minute à peine, Mathieu, on va dire quoi? On va avoir un profil là, un patron de Nissan plus, je disais tout à l'heure, plus Renault-friendly finalement. Voilà, quelqu'un qui soit plus en adéquation avec ce que veut Renault finalement dans les prochaines années. Oui, c'est exactement ça. Et en même temps, ça va pas être très dur vu d'où on vient. Oui. Les relations entre Renault et Nissan étaient exécrables depuis l'arrestation de Carlos Ghosn il y a bientôt un an. Et ils étaient évidemment cristallisés par la présence du directeur général sortant, Hiroto Saikawa, qui avait... on va dire fait éclater cette affaire Carlos Ghosn, l'avait orchestrée et puis avait finalement fait en sorte qu'elle soit médiatisée pour couper court aux ambitions de Renault sur Nissan, c'est-à-dire en gros une fusion, puisque c'était quand même ce qui était en route à l'époque. Parce que Carlos Ghosn, Carlos Ghosn et commandité, on va dire, par l'État français actionnaire de Renault. Bertrand de la Villéon, pour vous, c'est sûr, on va avoir un profil plus en adéquation avec ce que Renault veut. Renault reste l'actionnaire de référence aujourd'hui, en tout cas, de Nissan. Oui, Renault va contribuer à la nomination, puisque l'actionnaire est membre du comité des nominations, donc je crois qu'il est à Tokyo pour ça en ce moment. Qu'est-ce qui va ressortir comme DG? Il y a plusieurs options. Mais on ne va pas rentrer dans les noms, mais enfin voilà. Mais il y a plusieurs candidats en tout cas. Est-ce que même l'élu va sortir de ces candidats? C'est même pas une certitude. En tout cas, il faudra qu'ils réunissent un certain nombre de qualités qui ne sont pas des moindres, parce qu'il va falloir effectivement qu'il soit Renault-friendly, en tout cas qu'il ait la confiance de l'ensemble des partenaires de l'Alliance. Il faudra qu'il soit aussi capable d'avoir une vision stratégique, en tout cas des capacités de négociation pour être en mesure de travailler sur le rééquilibrage des accords qui font fonctionner l'Alliance. Et puis ensuite, il y aura des grosses capacités opérationnelles parce qu'il y a le plan de redressement de Nissan à accompagner. Il faut redresser Nissan et il faut effectivement que les deux partenaires travaillent plus étroitement. C'est vital aujourd'hui pour les deux, pour l'Alliance. Dans un marché automobile, on le disait, qui est quand même pas au mieux au plan mondial aujourd'hui. Absolument, ça l'a été historiquement et ça l'est toujours et ça l'est davantage avec le niveau des investissements qui sont à consentir pour affronter en fait toutes les transformations de l'automobile. Et aujourd'hui, ces capacités d'investissement, en tout cas ces décisions collégiales, étaient en stand-by en fait depuis l'arrestation de Carlos Ghosn quasiment. Ça veut dire quoi? Travailler à plus de synergie entre les deux groupes? Vous pensez qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire? Bien sûr, il y a toujours des synergies, il y a toujours aller plus loin. Il y a un nouveau partenaire, en tout cas plus récent, qui est Mitsubishi, pour lequel l'ensemble des synergies n'ont pas été exploitées. Et donc, en permanence, de toute façon, un constructeur automobile réfléchit à ses plans de compétitivité. Donc, le gros des synergies n'a pas encore été fait pour vous? Il y a encore du travail. Non, il y a une grosse partie des synergies, en tout cas, entre Renault et Nissan. Il y en a. Non, je vous pose la question. Après toutes ces années, ça fait quand même 20 ans, on vient de célébrer dans cette période un petit peu trouble le 20e anniversaire de leur fusion. 99, oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a encore du travail sur les synergies. Tout n'a pas été fait encore à ce stade. Oui, il y a quelques synergies complémentaires à aller chercher dans les ingénieries, sur les plateformes, sur les fonctions support, un certain nombre de choses qui restent tout à fait possibles et accessibles. Vous dites que si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a une raison jusqu'à présent, effectivement. Non, je pense que les groupes culturellement n'étaient pas... le fonctionnement classique de l'Alliance, sous Carlos Ghosn, toutes ces synergies étaient opérées, définies et opérées. Elles ont été mises en stand-by avec son arrestation. Mais effectivement, la fusion était dans les plans, en fait, de Renault pour accélérer encore plus cette intégration de Nissan dans l'Alliance. D'accord, avec ça, Mathieu, il y a besoin d'accélérer sur les synergies véritablement entre les deux groupes maintenant. Oui, il y a besoin, mais la problématique, c'est que pour aller beaucoup plus loin dans ces synergies, en gros, on parle de 5 milliards d'euros de synergies et passer à 10, c'est ce qu'avait promis à l'époque Carlos Ghosn. Mais pour y arriver, il faut aller à la fusion. Sauf que la fusion, les Japonais n'en veulent pas. Et qu'on se le dise, elle n'aura jamais lieu, cette fusion. Voilà. Oui. Elle n'aura jamais lieu, quand bien même le prochain patron de Nissan sera, comme vous dites, Renault-friendly, ou en tout cas compatible avec Renault et l'Alliance.
cette fusion n'aura pas lieu. Voilà, les Japonais l'ont dit et redit. Donc il faut trouver un moyen d'augmenter ces synergies sans aller à la fusion, et alors même qu'en réalité, ce qu'il se joue sur le fond du sujet, c'est que Renault, à terme, alors quand, est-ce que c'est dans 6 mois ou un an, franchement, personne n'en sait rien, mais Renault, à un moment donné, va prendre du recul chez Nissan, parce que c'est ce que les Japonais veulent, et c'est justement ce que va négocier Renault, d'avoir une baisse d'accepter une baisse de sa part dans Nissan, et en contrepartie que les Japonais consentent à avoir plus de synergie, donc à partager des projets. On parle notamment, c'est surtout les investissements évidemment dans les véhicules électriques et la voiture autonome, dans la recherche. Mais à un moment donné, c'est un chemin de crête compliqué à prendre, mais on va dire que l'atout peut-être ou l'avantage que Renault et Nissan ont, c'est que les deux sont dans une forme quand même moyenne. Alors Nissan est en très mauvaise forme. Renault, tant que Nissan ne va pas bien non plus. Et les dirigeants de Renault ont clairement alerté tout le monde il y a 15 jours en disant, voilà, maintenant le marché est quand même en train de s'éroder, donc tout le monde est un peu dans le besoin. On va avoir une année 2019 où a priori le marché auto sera en baisse en Europe, sera en baisse en Amérique du Nord et sera en baisse en Asie. C'est ça, Bertrand là. Tout à fait. Les marchés, effectivement, montrent quelques signes de faiblesse. Et donc, fortement, les résultats des constructeurs automobiles s'en ressentent. Donc, Renault en premier chef, puisque le résultat opérationnel sur le premier semestre, quasiment divisé par 2. Les résultats opérationnels de Nissan se sont écroulés. Donc, effectivement, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais une partie des enjeux sera autour aussi de la capacité à partager les investissements à venir. Parce que là, l'Alliance a tout son rôle pour décider effectivement quel est le constructeur qui prendra une part d'investissement sur tel et tel projet. Conclusion, ils sont condamnés à s'entendre. De toute façon, malgré les différends, malgré les haines recuites peut-être des derniers mois ou des années précédentes finalement, peut-être que le malentendu... Oui, enfin, ceci dit, la situation actuelle permet aussi de clarifier et de tourner la page de tout ce qui a été fait, de reconstruire une alliance avec des acteurs nouveaux, en tout cas, qui ne sont pas impliqués dans les histoires anciennes. Voilà, c'est une opportunité en tout cas. Vous êtes d'accord avec Mathieu quand il dit que la fusion ne se fera pas, que les Japonais n'en voudront pas? Vous dites que culturellement ça bloquera toujours finalement. Ça n'a jamais été l'esprit de l'Alliance. C'est vrai qu'à la fin, Carlos Ghosn voulait pousser l'Alliance vers une fusion, mais ça n'a jamais été l'esprit de l'Alliance. Dans l'Alliance et dans les accords qui la sous-tendaient, il y avait toujours la capacité que chaque constructeur garde son autonomie. Et je pense que les Japonais sont effectivement assez portés sur le fait qu'ils gardent leur autonomie de gestion. Alors, si on ne va pas vers une fusion, l'autre question qui continue de tarauder beaucoup tous les observateurs, c'est est-ce qu'il peut encore se passer des choses avec d'autres acteurs? Évidemment, on pense à Fiat Chrysler, même s'il y a de cela une semaine ou deux, les dirigeants de Renault ont dit à l'Assemblée que clairement le sujet n'était plus sur la table. Vous êtes sceptique, vous dites que peut-être nécessité fera loi. Le dossier, il a été porté il y a quelques mois, il y avait eu un différend entre Jean-Dominique Senard et le gouvernement sur un certain nombre de critères de cette opération, notamment le fait que Nissan n'avait pas été complètement impliqué dans la décision. Moi, je pense que ce dossier peut faire un comeback. Tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, le besoin de consolidation, de toute façon, au niveau des constructeurs automobiles est toujours présent. C'est une économie de masse, d'économie d'échelle. Donc oui, ça peut revenir sur le devant de la scène. Renault, Fiat Chrysler, Nissan pour vous? Ou Renault, Nissan et un autre acteur? Vous dites quoi? Tout est ouvert aujourd'hui finalement? Non, il y a des acteurs indépendants, il n'y en a plus beaucoup. C'est vrai. Donc c'est une des opportunités. L'autre opportunité est Daimler, mais bon, ça, c'est une... Je pense que le dossier n'est pas du tout, pour l'instant, à l'heure du jour. Mathieu, on discute encore entre Renault et Fiat Chrysler à l'heure actuelle? On ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui? Évidemment, c'est leur job. S'ils ne discutaient pas, moi, je me tiens à ce que nous a dit Jean-Dominique Senard il y a 15 jours, qui dit alors moi j'ai tendance à ne trop croire ce que disent les patrons. Non, ils disent ça évidemment pour qu'on les laisse un peu tranquilles, mais c'est leur job. De toute façon, ils sont dans un marché qui n'est plus en croissance. Ils sont dans un marché qui est vraiment très bouleversé, et donc voilà, c'est leur métier de discuter les uns avec les autres et d'essayer de voir quelle combinaison est encore possible. Donc oui, il y a encore des contacts évidents entre Renault et Fiat. Vraisemblablement aussi, et même sûrement, entre Fiat et Peugeot, parce qu'il y a aussi des interrogations du côté de Peugeot d'ailleurs. Au Sénat, Jean-Dominique Senard a dit, et à l'Assemblée nationale aussi d'ailleurs,
de toute façon, il fallait qu'il y ait une consolidation en Europe. Il a dit qu'il s'y attelait de manière très active, donc il ne se cache rien. Il a dit qu'il regardait aussi du côté de Daimler. Alors effectivement, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Daimler, il y a un partenariat entre Renault et Daimler qui est très ancien. Il y a des participations croisées qui sont faibles, certes. 3%, chacun à 3% du voilà, il a clairement reconnu qu'il regardait, que voilà, le partenariat pouvait être peut-être étendu. Je ne sais pas, mais de toute façon, il faut que ça bouge. Enfin, Jean-Dominique Sénard l'a dit. Donc, s'il l'a dit, c'est que forcément, il se passera quelque chose, ou en tout cas, il va provoquer des opportunités. Après, encore une fois, il a un actionnaire qui s'appelle l'État français. Donc, il n'est pas seul à décider, malheureusement pour lui. Oui, mais peut-être que l'État français fera les choses un petit peu mieux que la dernière fois, cette fois. Voilà, ça n'engage oui, ça n'engage que, hein, vous savez. L'État français a poussé à une fusion avec Nissan pendant des mois. Voilà. Et ça a quand même conduit à ça ne fait qu'aggraver la situation et des relations exécrables entre Renault et Nissan. L'État français a beaucoup poussé avec l'opération avec Fiat pour, au dernier moment, retirer la copie. Donc, méfions-nous des logiques rationnelles de l'État. Pour conclure, vous dites si une opportunité revient pour Renault au galop, peut-être que l'État agira autrement. Comment est-ce que vous regardez ça ? Probablement. En tout cas, il y aura plus de concertation. Pour regretter la façon dont ça s'est joué. Les décisions industrielles et les décisions politiques, ça c'est sûr. Il y aura besoin d'aligner un petit peu les choses avant de prendre position et de communiquer. Mais vous êtes d'accord, il va se passer des choses. Il faut qu'il se passe des choses de toute façon dans ce secteur. En tout cas, c'est effectivement dans le constructeur automobile, il y a toujours la question de savoir comment tout ça se concentre davantage, en principe pour résister aussi aux constructeurs asiatiques, hein, notamment chinois. Et c'est notamment un des défis de ce futur patron de Nissan, dont on n'aura pas forcément le nom demain matin, hein, Mathieu. On va l'objectif, c'est de nommer un patron d'ici la fin du mois. D'ici la fin du mois, il y a des chances que demain, on y voit quand même un peu plus clair. Hein. On verra. Conseil d'administration chez Renault, la nuit prochaine pour nous en France, au petit matin du côté de Tokyo. On suivra ça évidemment sur BFM Business. Merci messieurs, merci beaucoup Bertrand. Merci. Bertrand de la Villéon, associé chez Eurogroup Consulting avec nous, spécialiste des questions auto, et Mathieu Pechberti pour BFM Business. Merci beaucoup Mathieu. 18h27, on marque une petite pause. On vous redonne les grands titres de l'actualité dans un instant. Puis alors, sujet vraiment du jour, hein, l'immigration. Dans quelle mesure peut-on avoir recours à l'immigration pour pallier au manque de main-d'œuvre dans certains métiers en tension? C'est l'un des aspects du grand débat sur l'immigration qui a lieu en ce moment même du côté de l'Assemblée nationale. Le président des chambres des métiers de l'artisanat avec nous dans un instant pour en parler. Et puis on vous redonne les titres évidemment. À tout de suite. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.